Salut à tous les cracks du football anglais, vous êtes sur l'INPL. Aujourd'hui, on va discuter ensemble de mes pronos du vendredi pour cette 8e journée de Premier League. On va parler donc des matchs de Fulham face à Arsenal, actuellement premier du classement. Est-ce qu'ils vont réussir à maintenir cette place? On a le match Tottenham-Aston Villa qui m'intéresse énormément. On parle d'un Tottenham 3e du classement, ce qui est un petit peu inespéré, une équipe un petit peu surprise de ce début de saison. Et évidemment, le gros choc de ce week-end, la réception de United par Liverpool à Anfield. Deux équipes malades, l'une depuis plus de 10 ans et l'autre depuis 3 semaines. Donc on va voir un petit peu comment est-ce que Liverpool va réagir suite aux 3 défaites de rang. Et United, comment est-ce qu'ils vont entamer ce genre de match après la belle victoire face à Sunderland. On regarde tout ça ensemble, intro et c'est parti. N'oubliez pas de partager, de liker et de commenter cette vidéo et abonnez-vous, ça aide énormément et ça me permettra toujours de vous proposer encore plus de contenu sur la Première Ligue. On va commencer tout simplement par le match de l'équipe en tête de ce championnat jusqu'à présent, Arsenal, qui affrontera Fulham à Craven Cottage, un déplacement toujours difficile, surtout pour Arsenal, qui sur les 2 dernières saisons, les 2 déplacements n'ont pas été victorieux tout simplement. Sur le dernier déplacement, si je dis pas de bêtises, c'était un 1-1, match nul, assez pauvre face à Fulham, et lors de la saison 2023-2024, c'était carrément une défaite, 2-0 je crois, si je dis pas de bêtises, face à Fulham, quelque chose comme ça. Donc une équipe qui pose des problèmes, surtout en déplacement pour Arsenal depuis 2 saisons, même si lors des 10 derniers matchs, c'est quand même 6 victoires pour Arsenal, 3 nuls et 1 défaite. Donc on est quand même sur quelque chose de plutôt positif, mais sur les 4 derniers matchs, c'est un nul et une défaite qui sont arrivés vraiment dans les 3-4 derniers matchs. Donc c'est vraiment quelque chose pour Arsenal dont il faut remédier, surtout après, on a vu une victoire face à West Ham qui était également une équipe qui dérangeait un petit peu sur les dernières saisons. Il est temps de conjurer un petit peu tous les sorts des saisons précédentes et d'aller gagner du coup à Craven Cottage, qui est quand même un déplacement, on le sait, pour n'importe quelle équipe de Premier League, compliqué. Ça a beau être une équipe qu'on pourrait juger prenable, ça reste un déplacement de Premier League avec une équipe joueuse, un Marco Silva qui vient toujours avec des intentions de jeu, c'est pas uniquement parquer le bus, il essaye quand même souvent de mettre un jeu assez tactique en place, voilà, il a toujours tendance à beaucoup utiliser ses ailes, à faire des remplacements plutôt intéressants, même si sur ce début de saison c'est très compliqué pour eux. Voilà, ils sont sur 2 défaites je crois, là on a eu la défaite au dernier match face à Bournemouth au Vitality Stadium, donc défaite je crois 3-1 ou 4-1, mais avec un doublé de Semenyo qui fait un début de saison stratosphérique, et un Bournemouth, équipe surprise un petit peu comme Crystal Palace. Mais en dehors de ça, Fulham, on sait que c'est une équipe joueuse, on sait que c'est une équipe difficile, on a vu pour les équipes qui sont allées jouer contre eux, notamment les Cadors, que c'est jamais un déplacement facile, c'est toujours une équipe qui va poser problème. Maintenant, à voir si Arsenal, avec la dynamique actuelle, avec le fait d'avoir pris la tête du championnat, est-ce que tout simplement cette équipe va montrer qu'elle a les épaules d'un prétendant au titre? C'est le moment de le prouver. On sait que Liverpool, de son côté, a un match difficile face à Manchester United. S'il y a un moment pour faire le break, c'est à cette sortie de trêve internationale. Voilà, on a eu le temps de remettre la tête à l'endroit du côté de Liverpool. Il faut aussi que du côté d'Arsenal, on bonifie ce début de saison. Voilà, les gros matchs sont passés. Je crois que si je dis pas de bêtises, la prochaine grosse rencontre, ce sera Chelsea en novembre. Jusqu'à maintenant, c'est 7 matchs, normalement, qui sont censés être abordables pour Arsenal. Et sur laquelle, en fait, il faut sur chaque match, sortir avec les 3 points. Ça va commencer par Fulham. C'est un match qu'on pourrait dire piège, mais c'est un match qui ne doit absolument pas en être un. Vraiment, c'est à ce moment-là qu'Arsenal doit montrer son jeu et tout simplement qu'elle est là pour truster cette place de vainqueur, pour avoir cette Première Ligue qu'elle recherche depuis 20 ans. Et il est vraiment temps, à travers ces petits matchs justement de Première Ligue, mais qui nous ont souvent embêtés les saisons précédentes, et qu'ils ont la capacité de les gagner et de garder cette première place jusqu'au bout. Voilà, c'est le moment, la première place a été prise, le léger gap sur Liverpool a été fait, qui n'est pas dans une dynamique positive. Maintenant, il faut montrer que la dynamique d'Arsenal peut être conclue entre ces mois d'octobre et novembre, pour arriver vers un Boxing Day avec quelques matchs déjà, avec quelques points d'avance. C'est parce qu'on sait que ça va être une période difficile pour toutes les équipes, certes, mais on sait que souvent, soit le Boxing Day, soit la période de mars, c'est une période difficile pour Arsenal qui a souvent tendance à sombrer dans ces moments-là. Donc il faut arriver avec déjà ces points d'avance, avec une mentalité et un mindset ultra positif, et ça se gagne dès maintenant, dès le mois d'octobre, dès le retour de cette trêve internationale qui a coupé l'herbe sous le pied à beaucoup de clubs, souvent des clubs qui étaient plutôt dans une phase positive. C'est plutôt un avantage pour les clubs qui étaient un petit peu qui s'étaient mis un petit peu la tête à l'envers. Donc maintenant, il est temps de bonifier tout ça. Du côté de Fulham, on voit une équipe quand même
qui a du mal à se procurer des occasions. Voilà, depuis le début de saison, je crois que c'est 8 buts en 7 matchs, voilà, de Première Ligue, ce qui n'est pas très très efficace. Voilà, ça veut dire quand même 1,10 buts par match, c'est très très faible. Et en plus de ça, ils encaissent énormément de buts. Je crois que c'est 11 buts encaissés depuis le début de cette saison. C'est énorme. Voilà, on est quand même sur un goal average de -3. Certes, ça, c'est ce qui va avec le classement actuel de Fulham. Mais pourtant, on peut considérer que c'est une équipe qui a montré plus de choses sur le terrain que ce qu'on peut voir dans ce classement. Pour avoir vu quelques-uns de leurs matchs, on est quand même face à une équipe joueuse, face à une équipe qui propose, face à une équipe dangereuse. Malheureusement, au niveau de la conversion des buts, c'est très compliqué de leur côté. On est sur près de 2 XG par match, par rencontre de moyenne, et pourtant on est à peu près un but. Donc ils bonifient, en tout cas ils convertissent leur occasion une fois sur deux. En tout cas, on parle de leurs grosses occasions, ce qui est très très faible. Voilà, avoir moins de buts que de XG, en général, c'est la preuve d'une attaque plutôt défaillante. En plus, si je dis pas de bêtises, il y a Jiménez qui s'est blessé lors du match face à Bournemouth au bout de la 10e ou 15e minute, quelque chose comme ça, début de match, et qui s'était fait remplacer par Adama Traoré. Donc en plus, leur numéro 9 n'est même pas garanti d'être là. Je pense que c'est une incertitude autour de lui, on sait pas encore pour combien de temps il en a. En tout cas, j'en ai pas entendu parler. Donc sûrement un 9 manquant, on est quand même sur une équipe qui tourne autour de ses cadres, mais qui a un banc pour l'instant qui ne convainc pas. Voilà, chaque entrée pour l'instant, en dehors de celle de Emile Smith-Rowe face à Brentford, mais qui depuis, lors des 3 derniers matchs, on n'a vraiment pas de remplaçants qui ont prouvé actuellement sur le terrain. C'est 2 défaites lors des 2 derniers matchs, mais avant ça, c'était 2 victoires. C'est une équipe qui à tout moment peut faire tomber un cadre. On l'a vu lors des saisons passées, c'est une équipe joueuse. On a un Marco Silva qui est quand même un bon entraîneur. Ça fait déjà maintenant, je crois, c'est la 5e saison qu'il passe sur le banc de Fulham. Donc, ils ont toutes les armes en main pour gêner Arsenal. Il n'empêche que, à côté de ça, Arsenal est sur une dynamique vraiment positive, a pris enfin la tête de cette première ligue, a quasiment son effectif au complet, en dehors d'un Odegaard qui vient de se blesser et qui va louper, je crois, les 7 prochaines semaines ou quelque chose comme ça, 7-10 prochaines semaines. En tout cas, on parle d'un retour après trêve internationale de novembre. Mais en dehors de ça, pas de gros absents marquants. Le 11 est quasiment là, il y a que Noni Madueke qui pour l'instant faisait un bon début de saison, qui ne sera pas présent pour les prochains matchs, on n'a pas encore vraiment de date de retour. Mais en dehors de ça, on a toutes les armes qui sont là. Notre défense, toujours, évidemment, la plus efficace de Première Ligue, avec seulement 3 buts encaissés jusqu'à maintenant, qui sera au complet, avec Calafiori, Timber, la charnière centrale évidemment, Saliba, Gabriel et Raya. Au milieu de terrain, on va sûrement voir Zubimendi, Rice, ça j'ai pas trop de doute, parce qu'on a vu qu'à jusqu'à présent, le trio avec Merino en plus ne fonctionne pas bien. Donc ce qu'on risque de voir en numéro 10, c'est soit le plus probable un Eze, soit un Nwaneri. Personnellement, j'aimerais beaucoup voir un Nwaneri, parce que j'aimerais voir Eze sur le côté gauche, parce que Trossard ou Martinelli, moi ça ne me convainc pas depuis le début de saison, et même depuis la saison passée. Et j'aimerais énormément voir Nwaneri titulaire et avoir du temps de jeu. On voit que depuis ce début de saison, c'est difficile pour lui. Arteta ne lui fait pas trop confiance. Donc je pense qu'on va voir évidemment un Eze en numéro 10. Après, est-ce que c'est Trossard comme depuis les 2 derniers matchs titulaires, ou alors Martinelli qui a fait de très bonnes rentrées? Je ne sais pas. Personnellement, je vois Arteta continuer sur ce qui a marché lors des derniers matchs, c'est-à-dire un Trossard titulaire et une entrée. Je pense qu'il peut vraiment changer la dynamique d'un match de Martinelli en fin de match. On aura toujours Saka sur le côté droit vu que Madueke est blessé, et Guillaume Quérès en pointe, qui doit scorer. Voilà, c'est le genre de match sur lequel il faut scorer. On a beau se déplacer à Craven Cottage, c'est un match sur lequel il est temps de scorer. Je le dis à chaque match, Guillaume Quérès a besoin de confiance. Voilà, c'est un attaquant qui a besoin de confiance, qui en avait du côté du Sporting, qui jusqu'à maintenant n'a pas prouvé du côté d'Arsenal qu'il était capable de jouer en connexion avec ses coéquipiers. Il a tendance à être hors timing, à avoir du mal sur les premiers ballons, les remises, les contrôles, et pour l'instant il ne se met pas du tout en confiance. Je doute absolument pas que c'est un tueur devant le but, c'est le cas, j'en suis persuadé. Mais c'est un joueur qui, comme beaucoup d'autres, comme des Wirtz, comme des Frimpong ou des Isaac, ont besoin de confiance. Ça va venir avec le temps, mais il va falloir très très vite se mettre au diapason avec ses collègues, parce que la saison elle avance vite. Les points dont on en a besoin maintenant pour faire le break, et ça va venir d'un buteur convaincant, d'un buteur qui va être capable de finir les occasions qu'on lui donne. Jusqu'à maintenant, c'est 3 buts, dont un penalty, et uniquement contre des petites équipes qui étaient Leeds et Nottingham Forest. Pour l'instant, face au gros, ça a été très compliqué pour lui. Je le trouve vraiment pas bon depuis ce début de saison. Alors oui, il tente, il essaye beaucoup, il se déplace énormément,
mais c'est vraiment compliqué, c'est vraiment pauvre dans ce qu'il propose tout simplement dans le jeu. Donc Gyökeres doit vraiment se réveiller sur ce match-là, et en tout cas, on l'espère. Deuxième match qui m'intéresse lors de cette 8e journée de Première Ligue, c'est Tottenham-Aston Villa. Deux clubs à l'opposé une saison sur l'autre, c'est-à-dire que la saison passée, Tottenham était tout au fond du classement, alors qu'on avait plutôt un Aston Villa prometteur, et en tout cas un Aston Villa surprise. Et cette saison, c'est l'inverse, on a un Tottenham tout en haut du classement et un Aston Villa un peu plus en dessous et qui fait quand même un début de saison plutôt compliqué. Tottenham, équipe surprise déjà de ce début de saison, après la saison catastrophique qu'ils ont fait la saison dernière. Arrivée de Thomas Frank, transformation complète. L'arrivée de Mohamed Kudus, qui est vraiment un des game changers de cette équipe, qui a bonifié cette équipe de Tottenham de la meilleure des manières. Vraiment un joueur incroyable. Son arrivée de West Ham est, je pense, l'un des transferts les plus convaincants de club de PL à club de PL cette saison. Pour l'instant, il réussit tout ce qu'il fait. Je crois que c'est un doublé lors du match passé, ou alors, non, un but et une passe décisive lors du match passé face à Leeds. Et honnêtement, tous les matchs que je l'ai vu faire jusqu'à maintenant, je l'ai pas trouvé mauvais une seule fois. Voilà, il m'a toujours impressionné, il est toujours impactant, hyper physique, provocateur. C'est vraiment le genre de joueur que j'adore. Comme ailier, en tout cas, voilà, ce type d'ailier tout simplement imprévisible. Hein, c'est ce qu'on recherche un petit peu dans tous nos clubs. Et on est voilà sur un Tottenham qui, depuis ce début de saison, est plutôt sur une bonne dynamique. N'empêche que, malgré leur troisième place actuellement au classement, sur leurs 4 derniers matchs, c'est pas top. Voilà, on est sur je crois, 2 victoires, 2 nuls, mais c'est notamment une victoire, 2 nuls, puis une victoire. C'est-à-dire qu'on a quand même un petit creux en ce moment dans la dynamique, beaucoup de mal à finir les matchs en dominant jusqu'à la fin, ou alors en étant poussif dans les dernières minutes. On a vu notamment, je crois que c'était le match nul qu'ils ont tiré face à Brighton, où c'est un but dans les dernières minutes de Paulinho qui a fait tout simplement hurler tout le stade. Mais de se mettre dans un état pareil pour un match nul face à Brighton, ça prouvait la difficulté que Tottenham avait pu avoir à jouer contre eux. Pourtant, on n'est pas sur un Brighton très convaincant sur ce début de saison. Donc voilà, un Tottenham un petit peu en demi-teinte qui a tendance à, je pense, se chercher encore. Hein. Évidemment, Thomas Frank apporte ses préceptes qui vont mettre un petit peu de temps à être acquis par ses joueurs. Mais il a actuellement toutes les cartes en main. Alors, on peut aussi notifier du côté de Tottenham un nombre de blessures impressionnantes. On a Kulusevski, Maddison, depuis le début de saison déjà qui sont blessés, qui sont normalement 2 titulaires. On a également Solanke, qui quand même est une belle option en numéro 9 à la place d'un Matistel ou d'un Richarlison. On a aussi un Randal Kolo Muani, voilà, également un 9 qui arrivait en prêt, je crois que c'est de la Juventus, enfin non, de Paris du coup, mais juste avant il était en prêt à la Juventus. Qui pour l'instant n'a pas pu avoir une seule minute de jeu parce que dès qu'il est arrivé, je crois qu'il s'est blessé directement. Donc toujours incertain pour ce match. On risque de revoir un petit peu la même composition que ce qu'on avait vu contre Leeds, c'est-à-dire un Bentancur qui est préféré à un Pape Matar Sarr. Pourtant Sarr, j'adore, hein, je le mettrai titulaire à tous les matchs, mais là, dernièrement, Thomas Frank a plutôt décidé de le laisser sur le banc en début de match. Donc c'est plutôt une preuve qu'il ne convainc pas trop sur ce début de saison. On a aussi l'incorporation de Xavi Simons, qui pour l'instant fait plutôt un bon début de saison, en tout cas une bonne entrée pour un joueur qui doit encore s'acclimater à la PL, qui arrive dans un club comme Tottenham qui est en restructuration suite à l'échec de la saison passée. Je trouve que pour l'instant, ses entrées, en tout cas, ou les matchs qu'il a pu jouer, sont plutôt convaincants. Il a en plus une bonne connexion avec Matistel, hein, ils viennent tous les deux du même championnat, ça crée peut-être des connexions, la Bundesliga. Et pour l'instant, mine de rien, ça se trouve. Matistel a ouvert son compteur but, je crois, lors du dernier match face à Leeds, grâce à une passe de Simons. Donc plutôt bon début de saison de leur part. C'est un Tottenham qui se cherche encore, mais qui arrive au niveau du classement à accrocher la tête, parce qu'ils sont seulement à 2 points d'Arsenal, et pour l'instant avec une solide 3e place, qui peuvent tout à fait convertir sur ce match-là. On sait qu'en plus, venir jouer au Tottenham Hotspur Stadium, c'est jamais facile. Il y a vraiment, depuis qu'ils l'ont refait, une vraie ambiance, et on sent que ça devient plus compliqué d'aller jouer chez eux. On est sur un Aston Villa qui, depuis le début de saison, a du mal. Malgré leurs 4 derniers matchs, qui sont tout simplement 4 victoires, les 6 matchs précédents, c'était des défaites ou des matchs nuls. Donc on a quand même eu une entrée en matière cette année très compliquée pour eux. Pourtant, c'est pas une équipe qui a subi énormément de changements. Alors il y a eu des départs, on pense notamment à Marcus Rashford, qui avait fait plutôt de bonnes prestations du côté de Villa la saison passée en prêt. Mais les blessures, par exemple, de Tillmans lors des derniers matchs, le début de saison de Rodgers qui n'est pas vraiment convaincant, en dehors d'un McGinn qui plutôt lui est toujours dans ses standards, on a quand même un effectif qui a du mal. On avait un Emiliano Martinez qui était
en instance de départ, du côté sûrement de Manchester United, en tout cas on en parlait, ça s'est pas fait finalement, mais on sent qu'il a un petit peu moins la tête à ce qui faisait sa force la saison passée. On a Unai Emery qui se cherche encore, voilà, on sent que sur ce début de saison, il a du mal à remettre en place le jeu qui avait fait sa force les saisons passées. Un Oli Watkins qui a un petit peu de mal sur ce début de saison, c'est seulement 2 buts marqués lors de ses 10 premiers matchs, donc voilà, il faut qu'il règle la mire, mais on sait que c'est un joueur exceptionnel. On voit qu'au classement, les deux équipes n'ont que 5 points de différence, donc à tout moment, elles peuvent se rejoindre en fonction du résultat de ce match-là. Ça reste un déplacement pour Villa du côté de Tottenham. Je pense que ça va être compliqué pour eux. On est quand même sur un Tottenham que je trouve plutôt convaincant, notamment sur les gros matchs. On les a vus face à Manchester City, même si ça va être seulement, je crois, la deuxième vraie grosse opposition qu'ils vont rencontrer sur ce début de saison. Mais on est sur un Tottenham qui est plutôt une équipe surprise cette saison, qui a l'air quand même d'être bien rentré dans cette année. À la différence d'un Villa qui a du mal, malgré leurs 4 derniers matchs, qui sont tout simplement 4 victoires, c'est évidemment à prendre en compte, mais j'ai quand même l'impression que sur ce match-là, Tottenham est légèrement favori, en tout cas de mon point de vue. Je les vois un petit peu devant, mais ça n'empêche que ça risque d'être un match plutôt spectaculaire. Je crois que sur les 10 derniers matchs, c'est 6 victoires de Tottenham, 4 victoires de Villa, aucun match nul, donc on sait déjà que c'est un match sur lequel il va y avoir des buts. Je crois qu'également Tottenham, j'ai vu sur les 4-5 dernières rencontres, au moins 4 buts mis par Tottenham et 2 encaissés à chaque fois en moyenne de la part d'Aston Villa. Et en moyenne 2 buts encaissés par Tottenham face à Villa. Donc c'est quand même deux équipes qui ont tendance à se livrer, qui ont tendance à mettre beaucoup de buts. Donc j'espère en tout cas un match comme ça va être hyper intéressant à suivre. En plus ça va être un super bon échauffement pour le match suivant. Le match qui va nous intéresser surtout sur ce week-end-là, c'est le gros clash Liverpool face à Manchester United. À Anfield, donc gros déplacement pour Manchester United, qui est plutôt sur une dynamique positive, à la différence d'un Liverpool qui, eux, sont sur 3 défaites d'affilée, dont un déplacement du côté de Galatasaray pour sa semaine de Champions League. Donc on est vraiment sur 2 dynamiques complètement opposées, mais en même temps, on est sur 2 équipes qui n'ont pas la même confiance et qui sont pas sur le même... qui ne sont tout simplement pas du même niveau. Voilà, on est vraiment sur un Liverpool qui est quand même l'équipe qu'on attend, l'actuel champion de Première Ligue, une équipe qui a dépensé 480 millions sur son mercato, qui a acheté quelques-unes des plus grandes stars qu'il y avait sur le marché des transferts. Et à côté de ça, on a un United qui essaie depuis 10 ans de retrouver sa gloire d'antan, qui a du mal, qui achète certes de bons joueurs, mais qui, à chaque fois qu'il pose un pied du côté d'United, s'effondre. On a eu l'arrivée d'Amorim qui n'est pas du tout convaincante, qui est même, je crois, la pire prise de pouvoir du côté d'United des 15 dernières années depuis le départ de Sir Alex Ferguson, qui n'a, je sais même pas combien de points il en est, mais il doit être à une trentaine de points pour une trentaine de matchs. Donc c'est toujours aussi triste. On a complètement le flanc de l'attaque qui a été changé. Voilà, le trio Cunha, Sesko, Mbeumo. C'est évidemment, il faut du temps pour ces 3 joueurs pour commencer à performer, même si on a vu que Sesko a fini par mettre déjà 2 buts, donc qui commence à trouver tout doucement le chemin défilé. Un Mbeumo qui, quand même, je trouve, depuis ce début de saison, est le meilleur des 3, même si je trouvais que Cunha faisait un plutôt bon début de saison, mais là, sur les 3-4 derniers matchs, Cunha, ça commence à s'effondrer déjà un petit peu. On a toujours notre double pivot, notre fameux Bruno Fernandes, Ugarte ou Bruno Fernandes, Casemiro, qui ne fonctionne pas. Même si sur ce type de match, comme ce qu'on va avoir face à Liverpool, c'est-à-dire un match où Liverpool va mettre le pied sur le ballon, je pense que Ugarte sera la solution, parce que sur son jeu sans ballon, je le trouve tout simplement meilleur que Casemiro. On a des ailes avec Dalot et Dorgu. Assez compliqué, même si Dorgu, je trouve qu'il fait pas un mauvais début de saison. Du côté de Dalot, c'est un peu plus compliqué. La défense, je la trouve pas forcément mauvaise. De Ligt, je l'ai trouvé très convaincant sur ses premiers matchs de cette saison. Ça commence un petit peu quand même à redescendre, mais la paire Yoro, De Ligt et Luke Shaw, je les trouve pas mauvais, mais c'est vrai que du côté du gardien, c'est là que la grosse question se pose. Donc on avait évidemment Bayindir depuis le début de la saison qui n'était pas du tout bon. Voilà, a fait un début de saison catastrophique, des sorties aériennes complètement loupées. On est allé chercher Sen Lamens, qui a fait, je crois que c'était sa première ou sa deuxième entrée face à Sunderland, qui a été très convaincant sur ce match-là. Voilà, je l'ai trouvé très bon. Ça a été une victoire de United. Il est temps pour United d'enchaîner une deuxième victoire. En tout cas, c'est ce qu'on leur souhaite face à Liverpool, même si ça va être très compliqué. Mais on est à Anfield. On connaît ce club, on connaît son histoire, on sait la capacité qu'il a à retourner les situations quand elles ont l'air les plus précaires, ce qui est actuellement le cas. On est sur 3 défaites de rang, notamment une grosse défaite dernièrement face à Chelsea qui a été plus que surprenante, parce que ça a beau être un déplacement à Stamford Bridge, c'est toujours un déplacement difficile. Ça a été quand même une défaite
méritée. C'est une défaite sur laquelle Chelsea a dominé, je pense, pendant bien 70 minutes lors de ce match-là. Donc c'est un Liverpool qui a un petit peu la tête à l'envers, qui doit se remettre sur ses pieds et qui doit se remettre sur les bons rails. Ils ont eu la chance d'avoir cette trêve internationale qui a un petit peu coupé cette spirale négative, avec certains de leurs joueurs qui ont plutôt performé. Je pense notamment à un Szoboszlai, je pense à un Ekitike qui a été plutôt bon, même si on l'a pas vu longtemps sur les matchs de l'équipe de France. On a eu un Gakpo qui a fait, je crois, l'une de ses meilleures trêves internationales, ou en tout cas quelques-uns de ses meilleurs matchs internationaux avec la Hollande. Mais à côté de ça, on a un Wirtz qui a encore du mal, on a un Konaté qui s'est blessé, ça c'est un gros point d'interrogation sur la composition sur la composition de Liverpool. Voilà, la blessure de Konaté, c'était quelque chose qu'on redoutait du côté de Liverpool, parce que avec le recrutement qui n'a pas été fait de Marc Guéhi, la défense, tout simplement, n'a pas une grosse profondeur sur le banc. On a Joe Gomez, en fait, je crois que c'est le seul remplaçant potable pour remplacer Konaté. Actuellement, Bradley sur le côté droit, ou alors Frimpong, ça ne convainc pas. En ce moment, on met souvent Szoboszlai à la place, mais qui n'est tout simplement pas un latéral. C'était une super bonne idée lors de ces 2 premiers matchs à cette position, mais on l'a vu sur les derniers matchs, c'est un petit peu plus compliqué. On a un Kerkez qui est invisible la quasi-totalité des matchs, et un Alisson qui est blessé. Alors heureusement, on a Mamardashvili qui fait plutôt une bonne entrée. Alors même s'il rentre sur 3 défaites du côté... Enfin non, il rentre uniquement face au match face à Chelsea, qui était donc une défaite. J'ai trouvé que son match était plutôt bon. Il a sauvé, je crois, 3 bonnes occasions sur ce match-là, plutôt dangereuses, qui auraient pu vraiment se terminer par un but. Vraiment, Liverpool s'en sort bien, parce qu'encore une fois, ils ont un bon gardien. C'est pas Alisson, mais il a quand même fait un très bon match. Les 2 buts qu'il se prend, il peut strictement rien faire. Donc je pense qu'en tout cas, comme remplaçant de Alisson, c'est pas non plus le pire des peintres. Voilà, c'est un bon gardien qui va jouer son rôle de sub, je pense, de la meilleure des manières. Mais la grosse question, ça va être Konaté. Voilà, l'absence de Konaté, comment est-ce qu'elle va être réglée est-ce que Joe Gomez va être la solution ? Est-ce que Slot va trouver une autre solution et va nous tenter un Szoboszlai défenseur central ? Je m'attends à tout. Szoboszlai, c'est un couteau suisse, donc pourquoi pas. Mais bon, je pense que ça va être Joe Gomez quand même qui va prendre la place de Konaté. On est quand même sur 2 grosses interrogations du côté de Liverpool. Voilà, on a un Wirtz qui doit trouver enfin le chemin des buts, ou en tout cas... produire des occasions de but, c'est-à-dire une passe décisive, marquée. Voilà, il faut qu'il décroche son compteur. On a un Isaac également qui doit faire de même. Actuellement, il est préféré à Ekitike par Slot, ce que je ne comprends pas, parce que Ekitike fait un très bon début de saison. Je trouve que c'est dommage, dans sa dynamique actuelle, de le mettre sur le banc pour faire jouer un Isaac qui, pour l'instant, a du mal. Voilà, peut-être laisser un peu plus de temps à Isaac, peut-être lui laisser des fins de match quand le score est déjà fait, quand Liverpool s'est déjà assuré une victoire. Voilà, commencer à le faire jouer avec ses coéquipiers et autres. Mais pour l'instant, moi, je privilégierais Ekitike, que je trouve vraiment convaincant sur ce début de saison. Ou alors, j'essaierai un Ekitike sur l'aile gauche et un Isaac en pointe, ou inversement, plutôt un Isaac sur la gauche et un Ekitike en pointe, à la place de Gakpo, qui, pour l'instant, du côté de Liverpool... sur les derniers matchs, en tout cas, n'est pas bon. Je le trouve pas bon. Il a été très bon, certes, avec la Hollande, là, pendant cette trêve internationale. C'est peut-être quelque chose qui va conforter Slot dans l'idée de le mettre titulaire. Mais avec Liverpool, depuis ce début de saison, je ne le trouve pas convaincant. Voilà. Au même titre qu'un Mohamed Salah sur l'aile droite. Malheureusement, Mohamed Salah, évidemment, il a un totem d'immunité, je l'entends beaucoup. Mais je vois pas qui tu peux mettre actuellement à sa place. La dernière fois, il y a eu une tentative de placer Frimpong en tant qu'ailier droit. Ça n'a pas marché. C'était face à Galatasaray, je crois d'ailleurs. Et de toute façon, il n'y a pas actuellement, au niveau du banc de Liverpool, de grande satisfaction, en tout cas, de joueurs qui peuvent remplacer quelqu'un du 11 de départ. On a le jeune Ngoumoa, qui peut jouer lui sur l'aile gauche. Mais ça reste un jeune de 17 ans, je crois, si je dis pas de bêtises, 16-17 ans, je crois qu'il a 17 ans. Mais je suis pas sûr. C'est évidemment un jeune à qui il faut laisser du temps, donc c'est pas quelqu'un sur qui tu vas compter comme titulaire indiscutable de ton équipe. Donc par rapport au cadre que tu as actuellement du côté de Liverpool, avec les blessures de Konaté, avec le manque de réalisme d'un Isaac et d'un Wirtz, et d'un Salah également, tu te retrouves avec peu de solutions, ou en tout cas de solutions convaincantes. Donc du côté de Liverpool, c'est beaucoup d'interrogations. Cela n'empêche qu'on est sur un déplacement d'United à Anfield, on est sur une réception de la part des Reds. On sait que Anfield, c'est toujours un stade compliqué où aller jouer. Néanmoins, United, sur les 2 derniers déplacements qu'ils ont eu du côté de Liverpool, ça a été 2 matchs nuls. Alors, je crois que c'est depuis 2014 ou quelque chose comme ça que United n'a pas gagné face à Liverpool, en tout cas à Anfield. Mais sur les 2 derniers matchs, Liverpool non plus n'a pas réussi à gagner. On est vraiment sur 2 équipes malades. Évidemment, on va
on va équilibrer un petit peu ce mot-là. On est sur un Liverpool malade sur les 3 derniers matchs, à la différence d'un Manchester United malade sur les 10 dernières années. On est bien d'accord. Mais on est sur un Liverpool qui s'est pris un coup sur la tête, qui, en fonction de ce match-là, leur saison peut totalement basculer. Alors qu'un United n'a un peu rien à perdre. Voilà, on est sur un United qui n'est pas vraiment attendu. Alors oui, il y a une pression toujours autour du club de United, on est bien d'accord. Mais on est sur un United qui a un début de saison compliqué, qui a une saison passée très compliquée, sur lequel on ne va pas attendre forcément un résultat face à Liverpool. Alors que Liverpool, on va attendre de leur part qu'ils gagnent absolument. Une réception d'United, déjà de toute façon, c'est une énorme réception, c'est un match hyper important pour Liverpool. Mais en plus, avec la dynamique actuelle, et si on ne veut pas laisser Arsenal prendre les devants et avoir 4 points d'avance, ce match-là, cette victoire est obligatoire du côté de Liverpool. Donc clairement, la pression est sur Liverpool, ce qui peut également les faire déjouer. À la différence d'un United qui va peut-être être un peu plus libéré, qui a réussi, grâce à la victoire face à Sunderland, grâce à la victoire face à Chelsea, à reprendre un certain mindset positif. En plus, on a le retour de Mount qui est plutôt convaincant, je trouve, du côté d'United depuis ce début de saison, qui, je pense, devrait être titulaire à la place de Cunha. On a un Bruno Fernandes qui, sur les derniers matchs, je le trouve un peu plus en jambes. Alors, je l'ai trouvé très compliqué sur le début de saison, mais là, ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Il a l'air de réussir à mettre de l'eau dans son vin et se calmer un petit peu. Donc, à jouer plus fluide et peut-être un peu moins perso, parce qu'il a toujours cette tendance à chercher à être le héros du match et à prendre tous les ballons, à essayer de tout faire passer par lui. Je trouve qu'il arrive un petit peu plus à jouer avec Mbeumo, à jouer avec Cunha, même avec Sesco, qui quand même réussit à se proposer énormément. Donc je vois du positif du côté d'United sur les derniers matchs, beaucoup de négatifs évidemment du côté de Liverpool, même si on a un Liverpool, évidemment, sur le papier bien meilleur que United, qui, depuis le début de saison, certes, n'a pas eu vraiment de match convaincant. Hein. On est surtout sur une équipe qui a gagné, qui a réussi à avoir un maximum de points, souvent au forceps, souvent dans les dernières minutes de match, qui n'a pas réussi pour l'instant à concrétiser une domination sur 90 minutes. Mais face à United, tout peut arriver. Voilà, c'est un United en fait, qu'on peut pas lire pour l'instant. Voilà, les gros matchs qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, c'est vraiment où ils ont dominé. Soit ils ont fait match nul, soit ils ont perdu. Je pense notamment à Arsenal. Je pense à leur deuxième match qui était justement face à Fulham, où ils avaient fait match nul, qui étaient 2 matchs que je trouvais dans le jeu, en tout cas convaincants de la part de United, et pourtant qui ne leur ont pas rapporté de points, ou alors qu'un seul. Et les matchs un petit peu plus compliqués dans le jeu, ils sont allés en gagner. On pense notamment à Chelsea, qui a été un match un peu poussif. On a le match face à Sunderland, qui lui a été plutôt dominé. C'est un beau 2-0, mais ça, dans le jeu, c'était pas ultra convaincant. Donc qu'est-ce que ça va donner face à Liverpool, qui s'est fait peur sur les derniers matchs ? Je ne sais pas. Par contre, si je devais pronostiquer quelque chose, on est à Anfield. Certes, je souhaite une défaite de Liverpool, on va pas se mentir, mais je vois pas Liverpool perdre. Si je devais donner un score, je vois bien un match quand même sur lequel il y a du but. Je vois un 3-2 pour Liverpool. Voilà, encore une fois, un match qui va se dérouler dans les dernières minutes. Voilà, tous les matchs de Liverpool jusqu'à maintenant, le climax du match se passe dans les 20 dernières minutes. Que ce soit face à Chelsea, que ce soit face à Arsenal, à Bournemouth, à toutes les équipes qu'ils ont rencontrées, excepté Galatasaray, c'est des matchs qui sont décidés dans les dernières minutes et dans les derniers instants du match. Donc, je vois évidemment un scénario équivalent face à United. Je vois United ouvrir le score et derrière se prendre 2-3 buts dans la foulée de la part de Liverpool. Mais l'absence de Konaté va être quelque chose de très important dans ce match-là. La relation Gomez-Van Dijk va être très importante. Avec l'absence d'Alisson, en plus, vraiment, on a un chamboulement complet de la défense du côté de Liverpool. Donc tout peut arriver. Mais je vais partir sur le pronostic 2-3-2 pour Liverpool. Si on revient sur nos matchs précédents, donc Tottenham, Aston Villa. Aston Villa est sur une meilleure dynamique sur ces 4 derniers matchs, évidemment. Mais je vois un Tottenham quand même qui dans le jeu est plus convaincant et qui a un Mohamed Kudus exceptionnel sur lequel je pense que tout peut reposer et qui a les épaules pour. Donc je vois une victoire de Tottenham sur un 2-0. Voilà, on est quand même sur un Aston Villa qui a du mal à marquer sur ce début de saison. Tottenham n'encaisse pas trop. Donc je vois vraiment un clean sheet de la part de Tottenham et un beau 2-0. Et du côté d'Arsenal qui se déplace du côté de Craven Cottage, c'est un déplacement difficile, mais on est quand même sur un Fulham qui encaisse beaucoup de buts, qui en marque peu, à la différence d'Arsenal qui lui en marque beaucoup, 14 buts je crois sur ce début de saison pour seulement 3 buts encaissés. Je vois également un clean sheet du côté d'Arsenal, mais pas sur un énorme score, je vois comme pour Tottenham en fait un 2-0, avec un but de Gyökeres, allez. Je le dis à chaque match. Pour l'instant, ça n'a pas été très convaincant, mais je pense que Gyökeres va marquer. Donc voilà, tout simplement, mes pronostics pour cette semaine.
On débriefera ensemble dimanche, je pense, les 3 matchs d'affilée. Je pense que ce sera le plus facile, en fonction évidemment des scénarios de chacun, en espérant un énorme match, un énorme choc Liverpool-United. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon week-end de PL. On se dit à dimanche. Salut mes cracks.